Au début du XVIe siècle, le peintre flamand Jérôme Bosch peint un ensemble de 4 tableaux, vraisemblablement pour accompagner 2 autres œuvres représentant le jugement dernier. Sur les 2 premiers, il représente la chute des damnés et leur arrivée aux enfers. Sur les 2 autres, il peint au contraire l'ascension des élus et leur arrivée au paradis. Ces œuvres font partie des plus connues de Bosch. Mais si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce que le tableau L'Ascension des élus fait référence à un phénomène très mystérieux et encore très peu compris de nos jours, les expériences de mort imminente. Dans les années 1890, le psychologue français Victor Heger étudie un phénomène étrange rapporté par des grimpeurs victimes de chutes vertigineuses. Ils avaient, pendant leur chute, l'impression de revoir leur vie défiler sous leurs yeux. Il appelle ce curieux phénomène une expérience de mort imminente. Ces recherches n'ont pas été reprises ensuite, jusqu'à ce que ce nom soit repris près d'un siècle plus tard par un psychiatre américain, Raymond Moody, dans un célèbre livre, Life After Life. Dans son livre, Moody donne la parole à des hommes et des femmes qui d'une façon ou d'une autre ont frôlé la mort, par exemple pendant un arrêt cardiaque, et qui rapportent le phénomène extraordinaire qui leur est arrivé à ce moment-là. Tous rapportent des récits similaires. Ils racontent souvent un état d'intense bien-être, parfois même d'euphorie, avec la disparition de toute douleur. Ces personnes racontent comment elles sont comme sorties de leur corps, leur esprit flottant à quelques mètres au-dessus de leur corps inanimé. Elles racontent le long tunnel sombre, avec la lumière tout au bout, comme dans le tableau de Bosch, ce tunnel qu'elles traversent avant d'être envahies par la lumière. Et elles ne sont souvent pas seules dans cet espace parallèle. Leurs proches sont présents, en particulier leurs proches décédés. Ces expériences bouleversantes ont profondément changé leur vie. Il ne faut pas croire que ces phénomènes sont rares. C'est environ 10% des personnes survivantes d'un arrêt cardiaque qui seraient concernées. Et c'est sans compter que ça c'est probablement sous-estimé, car beaucoup de patients ne survivent pas, et donc ne peuvent pas raconter et ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ont traversé lors des derniers moments. Les récits d'expériences de mort imminente sont souvent très perturbants, et encore plus les expériences de sortie du corps, les out-of-body experiences. Ces survivants peuvent décrire avec précision la pièce, le mouvement des soignants qui s'affarent autour d'eux, tout ça alors que leur esprit semble collé au plafond, et que leur corps semble inanimé, voire même décédé. Et que dire de ce tunnel, de cette lumière qu'ils traversent, accompagnée par leurs proches décédés, de leur vie qui défile sous leurs yeux. Et tout ça alors qu'ils sont proches de la mort, et même qu'aucune activité cérébrale ne peut être détectée. L'étude des expériences de mort imminente a beaucoup gagné en popularité depuis les années 70, et en particulier après le livre de Moody. Et aujourd'hui encore, il reste difficile pour les scientifiques d'étudier ces phénomènes, qui surviennent le plus souvent complètement à l'improviste. Enfin, surtout l'arrêt cardiaque qui en est à l'origine, qui survient à l'improviste. Mais on peut quand même essayer de découper les expériences de mort imminente en plusieurs morceaux, d'individualiser les différents symptômes, et de voir dans quels troubles ou quelles maladies, dont on connaît le fonctionnement cérébral, on les retrouve. On peut ainsi faire des hypothèses sur ce qu'il se passe dans le cerveau lors d'une expérience de mort imminente. L'exemple le plus typique est celui du tunnel et de la lumière. Lors d'un arrêt cardiaque, le flux sanguin s'arrête brusquement, et c'est ça qui tue le cerveau. Sans le flux sanguin, les neurones ne sont plus alimentés en oxygène et ils commencent rapidement à mourir. Cette mort s'accompagne d'activités neuronales complètement anarchiques. Les neurones s'activent n'importe comment. Cependant, la mort des neurones ne survient pas uniquement par hasard. Certains neurones sont plus sensibles que d'autres au manque d'oxygène. Ainsi, les neurones codant l'information visuelle au centre de notre champ de vision sont ceux qui mourraient en premier, suivis par ceux qui sont en périphérie, qui codent notre champ de vision périphérique. Comme on le disait juste avant, les neurones s'activent juste avant de mourir. Le propriétaire du cerveau aurait donc l'illusion d'un point brillant qui s'élargirait de plus en plus, ce qui ressemble furieusement à une progression dans un tunnel. De la même façon, l'accompagnement par les personnes décédées pourrait s'expliquer par un phénomène similaire au niveau de l'hippocampe, la structure cérébrale numéro 1 de la mémoire dans notre cerveau. Les neurones qui les composent s'activeraient pendant leur mort en réactivant des souvenirs stockés dans notre cervelle. La sensation de bien-être et la disparition des douleurs pourraient s'expliquer par une sécrétion d'endorphines cérébrales, les mêmes que vous sécrétez lorsque vous faites un footing, que vous avez parcouru 10 km sans pourtant aucune raison valable, si ce n'est d'aimer souffrir le dimanche matin. Mais on peut aussi expliquer par exemple les expériences de sortie du corps, les out-of-body experiences. Il y a une dizaine d'années, des médecins ont artificiellement stimulé, à l'aide d'une toute petite électrode, une zone très précise du cerveau d'une patiente qui souffrait d'épilepsie. C'est quelque chose qu'on peut faire dans les cas d'épilepsie très sévères. Pour plus d'infos, je vous mets un lien dans la description vers un article du blog. Mais dès qu'ils stimulaient cette région, qui s'appelle le gyrus angulaire,
la patiente sortait de son corps et se mettait à flotter juste au-dessus, comme si elle était collée au plafond. Et dès que la stimulation s'arrêtait, elle réintégrait son corps. Ce phénomène extraordinaire s'expliquerait par le fait que le gyrus angulaire est une région cérébrale cruciale dans l'intégration des informations sensorielles qui nous permet de nous ressentir dans notre propre corps, d'habiter notre propre corps. En déséquilibrant cette intégration, le corps n'est plus incarné et le cerveau a l'illusion qu'il n'y habite plus. On voit bien que même les symptômes les plus déroutants peuvent trouver une explication scientifique, même si, comme on le disait avant, on manque encore de preuves pour dire qu'il s'agit des mêmes mécanismes à l'œuvre dans les expériences de mort imminente. Il ne s'agit que d'hypothèses. Alors vous allez me dire, ces explications sont bien jolies, mais par définition, les expériences de mort imminente se passent quand la personne est décédée, et parfois même sans activité cérébrale détectée. Il y a deux arguments face à cette question. D'une part, ne pas être capable de détecter une activité cérébrale ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Avec nos moyens actuels, on sait bien détecter les activités de notre cortex, la partie la plus superficielle du cerveau, mais pas les parties les plus profondes. Donc on ne peut pas vraiment exclure l'absence d'activité cérébrale pendant une expérience de mort imminente. Mais on peut aussi dire un autre argument, c'est qu'en fait on ne sait pas si l'expérience de mort imminente arrive vraiment pendant ce temps sans activité cérébrale. C'est quelque chose de très difficile à vérifier précisément, à la seconde près. Surtout que dans la plupart des cas, le récit des EMI par les patients ont lieu plusieurs années, voire plusieurs décennies après qu'elles soient arrivées. C'est en effet un peu tabou de dire qu'on a vu des anges et des morts avant de revenir sur Terre. Les patients peuvent parfois raconter avec une précision bluffante les détails de leur réanimation, les discussions des soignants ou leur tenue. Mais il est difficile de dire qu'à ce moment-là, précisément, il n'existait aucune activité cérébrale. En plus, face à ces descriptions troublantes, des médecins pensent qu'en réalité le cerveau peut se faire une image mentale très précise à partir du peu d'informations qui lui parviennent. Les bruits entendus, les tenues que les patients ont pu voir avant d'être inconscients, etc. Comme les patients parlent de leur expérience de mort imminente souvent longtemps après les avoir vécues, il n'est pas non plus à exclure que leurs souvenirs se soient modifiés avec le temps, modelés par les croyances et leurs interprétations de ces phénomènes extraordinaires. On aurait plein de choses à dire sur les expériences de mort imminente. Il existe plein d'autres hypothèses scientifiques sur leur origine, ce qui est souvent le signe qu'on ne sait pas encore grand-chose sur le sujet. Mais de nombreux chercheurs à travers le monde tentent d'en percer les secrets. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers les articles du blog en description. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à bientôt sur le blog ou sur la chaîne.